Bienvenue dans Corps en Mouvement, le podcast qui parle du lien entre danse, bien-être et performance sur le long terme. Corps en Mouvement, ce sont des conversations authentiques et inspirantes de danseurs de bachata, de West Coast Swing et d'autres danses duo et aussi solo qui partageront au micro leur parcours, leurs défis et leur routine bien-être. Mais il y aura aussi des spécialistes du mouvement qui interviendront ici, comme des préparateurs physiques, des ostéos, des coachs mentaux, et qui raconteront comment ils accompagnent le danseur tout au long de sa carrière. Je suis Elisa May, danseuse, professeure de bachata et instructrice pilates certifiée. Ma mission, aider les danseurs à progresser et à s'épanouir dans leur art grâce à des sessions de pilates spécialement conçues pour eux. Alors que tu sois amoureux de danse ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à explorer, à réfléchir et s'inspirer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le likant et en le partageant à une personne qui aimerait le découvrir. Bonne écoute et bienvenue dans Corps en Mouvement. Dans cet épisode, je reçois Elsa, danseuse pluridisciplinaire, professeure de danse et créatrice de son spectacle Gatsby Show. Elsa, c'est une artiste passionnée qui avance guidée par la curiosité, les rencontres et cette envie constante de découvrir de nouvelles disciplines sans se mettre de limites. Avec elle, on parle du plaisir de revenir débutante, d'apprendre sans chercher immédiatement la performance et de cette légèreté qu'elle essaie aujourd'hui de remettre au cœur de sa pratique. Observer, ressentir, expérimenter, jouer, plutôt que de se juger ou vouloir tout maîtriser trop vite. Elsa nous plonge aussi dans des univers fascinants comme les arts du feu et l'aérien, des disciplines de plus en plus présentes dans le monde du spectacle qu'elle a découvertes au fil des rencontres et souvent apprises directement sur le terrain. On revient également sur son parcours dans la danse, de ses débuts au Paradis Latin à Paris et la création de son propre spectacle, Gatsby Show. On entre dans les coulisses de son spectacle. Un échange qui est inspirant autour de l'art, du mouvement, de la curiosité et de la liberté d'explorer sans forcément devoir tout transformer en performance. Belle écoute! Salut Elsa, bienvenue dans le podcast. Merci Elisa May. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Bien aussi, merci. Je suis très contente de te rencontrer et de te recevoir aujourd'hui pour le podcast. Tu es la première personne justement qui pratique certaines disciplines qui sont le feu, la spirale aérienne et le cerceau. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler parce que je trouve, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais que c'est des disciplines qui sont méconnues du grand public. Oui, c'est vrai que je pense la plupart des personnes n'ont pas forcément ces disciplines en tête. Après, je pense que le cerceau aérien, quand même, il commence à devenir assez connu dans les revues de cabaret. Par exemple, on en voit beaucoup maintenant. Oui, ok. Tu touches à plein de choses, donc à ces disciplines dont on vient de parler, mais aussi tout un univers de danse qui est très marqué comme le Charleston, le Lindy Hop, et largement toutes ces danses qui nous replongent dans l'énergie des années folles, des années 20. Et c'est pas tout puisque tu enseignes aussi le cabaret Hills, bref, plein de choses, et donc on va pouvoir en parler aujourd'hui. Et la première question que je voulais te poser justement, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi cette diversité? Oui, Gilou, c'est pas à toi que je pose la question. J'ai toujours été attirée par plein de choses. Je pense depuis très jeune, j'ai toujours aimé beaucoup de choses artistiques. Et le fait de les découvrir, parce que c'est pareil, moi au début je connaissais pas la manipulation du feu par exemple. J'ai découvert ça plus tard, la spirale encore moins, je savais même pas que ça existait au départ. Donc en fait c'est vraiment des rencontres qui se sont faites au fur et à mesure de mon parcours professionnel. Et vu que je pense que dans ma tête, je me dis que tout est possible. Mais c'est chouette, t'as aucune limite en fait. J'essaye de ne pas me mettre de limite, oui. Je me dis, si ça m'attire, j'y vais. Je suis plutôt dans l'action. Ouais. Et voilà, si ça marche, si ça me plaît, je vais y mettre du temps, de l'énergie. Et après, au contraire, s'il y a quelque chose avec lequel j'accroche moins... Tu le laisses? Je laisse passer, je me dis, c'est chouette, j'ai découvert ça, mais c'est peut-être pas pour moi et c'est pas grave. Mais ce que tu as dit, c'est exactement ça, c'est que j'ai l'impression que cette diversité des disciplines reflète beaucoup ta personnalité et du fait que tu aimes tester plein de choses et tu es certainement une personne très curieuse en fait dans la vie de tous les jours aussi, non?
J'imagine. Je me rends pas compte. Psychologie, aujourd'hui dans le podcast. Oui, curieuse, oui, sur les choses qui m'intéressent un minimum. Après, je m'intéresse pas à tout parce qu'il y a tellement de choses que ce serait impossible de s'intéresser à tout. Après, moi, j'aime bien... je me rends compte que plein de choses sont importantes pour moi. Quand je m'intéresse à quelque chose, souvent j'ai envie d'aller au fond, enfin au plus profond de ce que je découvre. Mais je me suis rendu compte avec le temps qu'on ne pouvait pas aller autant en profondeur dans chaque chose. Donc pareil, après ça, on va venir vers l'exigence, tout ça, parce que c'est un mélange de ça aussi. Quand on pratique quelque chose de nouveau. Donc voilà, je dirais que dans chaque nouvelle discipline, c'est pas quelque chose où je vais pouvoir aller jusqu'à l'excellence ou quoi, mais au moins j'ai la chance et le bonheur d'y goûter un peu. Et ça veut dire aussi certainement que tu aimes être débutante, novice dans une discipline et voir tout le chemin aussi, tu vois, qui est parcouru. Parce que je trouve que c'est facile de rester dans la discipline qu'on aime faire, mais c'est vachement... c'est difficile de revenir. En fait, ça suppose aussi certainement que tu n'as pas de difficulté à te remettre en question, à reprendre quelque chose depuis la source, depuis le début, quoi. Enfin, je le vois comme ça, en tout cas. Oui, je comprends ce que tu veux dire et c'est intéressant parce qu'au départ, si je remonte quelques années en arrière... Et je pense qu'il y avait plein de choses que j'avais envie de faire, mais il y avait un peu cette peur, effectivement, de revenir au départ, de ne pas maîtriser ce qu'on apprend. Enfin, au départ, être débutant, quoi, comme tu dis, et de partir de zéro. Après, je me suis dit, mais j'ai envie de vivre les choses, en fait. J'ai envie d'y aller avec plus de légèreté. Je pense que auparavant, j'étais très exigeante avec moi. Bon, je le suis encore, mais j'essaye de calmer ça. Et du coup, ça peut je pense que pour tout le monde, toute personne, ça peut mettre des barrières, en fait, d'avoir cette exigence, parce que plutôt que de se dire « Ah, c'est trop bien, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau, je maîtrise pas, mais c'est pas grave, c'est des nouvelles sensations. » Et puis, je peux observer les autres, apprendre d'eux, partager avec eux. Plutôt que de le prendre avec légèreté et presque comme un jeu, en fait. Et des fois, on va je pense qu'on va être très dur avec soi-même et on va se sentir nul ou... il y a un peu ce jugement-là, je trouve. Et quand on arrive à s'en détacher et se dire, tu sais quoi, tant pis, j'ai qu'une vie, je suis là pour profiter, pour essayer, et c'est pas grave, en vrai, si j'y arrive pas, il y a rien de grave derrière, quoi. De le prendre comme un jeu, c'est une philosophie de vie qui est vachement plus agréable et plus simple finalement que comme tu dis, de se mettre des barrières et de chercher tout de suite l'exigence. Mais du coup, quand tu parles de ça, est-ce que quand tu découvres une nouvelle pratique, tu as en tête tout de suite de l'ajouter à ton portfolio de disciplines que tu pratiques? Donc j'entends par là le fait de pouvoir professionnellement le montrer. Ou est-ce que tu ne le vois pas tout de suite comme quelque chose potentiellement professionnel? Je pense qu'un réflexe que j'ai eu pendant longtemps, c'est tellement j'apprécie ce que je découvre, c'est de l'intégrer à mon travail. Et je me suis rendu compte que en faisant ça, il y a l'exigence qui revient plus tard parce que du coup, on va essayer de perfectionner ce qu'on est en train de faire. Si je veux faire ça professionnellement, après, faut quand même atteindre un certain niveau pour que ce soit, pour pouvoir le montrer. Professionnellement, ça veut dire qu'il y a une rémunération derrière. Donc pour moi, ça devient beaucoup plus sérieux. Et au final, je me suis dit, avec le temps, ça serait chouette qu'il y ait des choses que je découvre, mais que j'en fasse pas forcément quelque chose de professionnel. Je suis encore en train d'apprendre là-dessus. Je pense qu'on apprend tout au long de sa vie. C'est ça.
Mais effectivement, pendant longtemps, mon réflexe c'était de l'intégrer parce que souvent c'était des choses artistiques aussi. C'est vrai que j'étais souvent attirée par quelque chose que je pouvais inclure dans mon travail, donc le lien se faisait facilement aussi. Oui. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que je trouve, pareil, tu me donneras ton avis, je trouve qu'il y a deux visions dans le monde artistique. La première, c'est je me spécialise à fond dans une discipline pour être en fait une experte du sujet. Et du coup, je vais chercher du travail en conséquence. Et il y a cette deuxième vision de j'explore en fait plein de choses et puis on verra ce qui se passe aussi dans ma vie. Mais je pense aussi, vu qu'on est proche du territoire suisse, c'est une mentalité aussi très suisse, j'ai l'impression, que de vouloir être spécialisé dans quelque chose. Mais je trouve ça vraiment pertinent en tout cas de ne pas s'imposer de limites et découvrir plein de disciplines au fur et à mesure de sa carrière. Est-ce que ça t'arrive de prendre des cours où tu viens au niveau débutant? Eh ben, là j'ai eu moins de temps pour ça, ou j'ai pris moins le temps. Oui. Mais de base c'est quelque chose que j'aime bien faire, prendre des cours où je maîtrise pas du tout. Après c'est vrai que je trouve que quand on a fait une formation professionnelle, comme j'ai pu le faire dans le passé, ça donne déjà une belle base. Et du coup, je dirais qu'on ne part pas débutant comme si on n'a jamais fait de danse, quoi. On est d'accord. On a quand même une structure, quelque chose, même si on n'a pas du tout le style. Tu parlais de street jazz ou par exemple du hip-hop. Voilà, c'est pas un truc où j'ai forcément le flow ou quoi. Mais effectivement, ça m'est déjà arrivé de prendre des cours ou des stages juste pour me faire plaisir. Et vraiment, ça me nourrit en fait. Et effectivement, je suis pas à la recherche de performance au moment où je le fais, où je prends des cours comme ça. C'est vraiment juste pour mon plaisir et pour me nourrir en tant que artiste, mais aussi en tant que personne, tout simplement. Et je vais revenir par rapport à ce que tu as dit un petit peu plus tôt sur le fait de soit on se spécialise vraiment dans une discipline, soit on est plutôt du genre à explorer. Pendant un moment, j'étais en réflexion là-dessus parce que à vouloir faire trop de choses aussi, des fois, au final, on fait pas grand-chose vraiment bien si on veut le mettre en valeur sur scène, par exemple. Et je m'étais retrouvée un peu là-dedans à un moment donné parce qu'il y avait trop de choses qui m'attiraient en même temps. Et j'arrivais pas à faire de choix. Et du coup, j'ai essayé de faire un petit peu tout, mais au final, j'étais pas fière du résultat. Est-ce que tu t'es sentie perdue pendant cette réflexion-là? Je sais pas si je me suis sentie perdue, mais j'ai pris conscience en fait que alors effectivement, il y avait plein d'envies, plein de possibilités, mais que si j'avais envie d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur sur certaines disciplines et de pouvoir trouver le plaisir aussi, d'être satisfaite, je parle d'un point de vue professionnel, bien sûr, si je voulais amener ça sur scène, il fallait quand même que je fasse des choix. Ouais, je comprends. Et que je prenne le temps de me construire dans les disciplines que j'avais choisies. Donc à un moment donné, je me suis calmée et j'ai choisi certaines choses et je me suis dit c'est pas grave si là tu peux pas faire le chant, les claquettes, l'aérien, ça arrivera peut-être plus tard. En fait c'est ça aussi. Je pense que c'est la notion du temps parce que des fois on peut avoir l'impression qu'on n'a pas le temps, on a plein d'envies, mais on n'a pas le temps d'explorer tout ce qu'on a envie d'explorer. Et en fait plutôt que de faire tout en même temps, pourquoi pas prendre un peu plus de temps sur une discipline. Laisser faire les choses, laisser faire la vie, et puis après on peut redécouvrir une autre discipline plus tard et se faire plaisir à nouveau de bien le faire et de prendre le temps de le faire. Puis je pense qu'il y a des périodes de vie tout simplement où peut-être que tu seras dans une énergie très haute pendant cette année-là et que tu vas faire une discipline qui est peut-être plus exigeante aussi physiquement. C'est super intéressant. J'aime beaucoup ce début de podcast. Comment, du coup, tu te positionnes aujourd'hui sur le marché artistique, sur le marché du travail, par rapport à cet amour que tu as pour cette polyvalence des disciplines versus ce qu'on est en train de dire, parfois peut-être se spécialiser un petit peu plus?
dans les offres de casting que tu peux recevoir, tu vas plutôt choisir des castings où il y a cette polyvalence qui est mise en avant, ou au contraire, parfois, plutôt répondre à quelque chose de très précis? Pour être honnête, aujourd'hui, je cherche plus trop. Je suis plus trop à la recherche de nouvelles opportunités parce que je me sens déjà nourrie de tout ce que, de toutes ces années et de ce que je suis encore en train de faire actuellement, par exemple au Paradise, où il y a de la polyvalence pour le coup, parce que il y a la danse, il y a le cerceau aérien, et en plus je chante pendant le dîner. Et là actuellement, c'est vrai que je suis pas du tout à la recherche de nouvelles opportunités, et je pense qu'auparavant, je pense que je cherchais pas précisément un endroit où il y avait quelque chose de pluridisciplinaire. En fait, c'était juste je pense qu'il y a un réseau qui s'est fait aussi au fil des années. Et du coup, ça m'a amené à tel et tel endroit, telle et telle rencontre, qui ont fait que, j'ai pu expérimenter des nouvelles choses, plutôt que d'avoir un objectif précis, à la recherche de ces nouvelles disciplines. En fait, ça s'est fait plutôt naturellement, je dirais. Ok. Et maintenant vient la question quand même principale. Qui es-tu, Elsa? Professionnellement parlant, personnellement, artistiquement parlant, bref. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur toi? Ok. Eh bien, je m'appelle Elsa, on a compris, j'ai 34 ans. Je vis à Aix-les-Bains. Moi, je suis originaire de Savoie. Et avec toutes ces aventures, toutes ces expériences, j'ai pu partir à Nice, à Paris, et en fait, je suis revenue dans nos montagnes depuis 2020. Ça passe vite. Et maintenant, en tout cas aujourd'hui, je suis danseuse, professeure de danse, et j'ai monté mon spectacle Gatsby Show. On en parlera un peu plus tard, je pense. Évidemment. Et tu parles de spectacle ou de compagnie, du coup? C'est une compagnie, et on a notre spectacle. Ouais, voilà. C'est ça que je parle du spectacle. Mais... Génial. Dis-le, qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, tu veux des câlins, c'est ça? Il est très bavard. Vous allez entendre des ronrons, parce que le micro n'est pas loin. Alors, j'aimerais bien qu'on parle d'un univers, moi, qui m'intrigue beaucoup, à savoir le feu. Dernièrement, il y a à peu près plus de 2 mois maintenant, j'étais au Maroc et au désert d'Agafé où il y avait un spectacle de feu. Et j'ai été impressionnée. Je crois que c'était la première fois d'ailleurs que je voyais un spectacle de feu. Il me semble pas en avoir vu avant. Et du coup, en tant que spectatrice, je ne peux que être en admiration déjà, et être aussi en même temps en souffrance. Alors c'est pas le mot, mais en mode, mais il va se blesser, il va se brûler, j'ai peur pour lui, mon Dieu c'est impressionnant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Raconte-nous un peu cette pratique, cette discipline du feu. Est-ce que c'est aussi dangereux que ce qu'on voit quand on est spectateur d'un spectacle de feu? Après, ça dépend ce que tu as vu aussi. Parce qu'il y a des spectacles de feu, ça peut être vraiment quelque chose d'énorme. Enfin, j'ai vu des images, je l'ai pas vécu, mais oui. Il y a aussi des artifices. Enfin, il y a plein de choses mélangées dans les spectacles de feu, donc ça dépend aussi ce que tu as vu. Alors moi, ce que j'ai vu, il avait, alors j'ai pas le mot technique, mais un bâton où il y avait donc le feu au bout. Et il y avait aussi, donc il crachait du feu. Ah oui, ok. Et aussi, une sorte... c'était essentiellement ça, un jeu avec un bâton en fait. Voilà. Ça devait être un staff, je pense, que t'as vu. Maybe. Toi, tu faisais quoi? Alors nous, on a plusieurs agrès dans le spectacle. Agrès, du coup, ça veut dire... c'est l'objet qu'on manipule. Ok, d'accord. Avec du feu au bout. Ok, le bâton. C'est ça. Alors ça peut être... si je prends dans l'ordre, on a des torches. Donc ça, c'est comme un bâton avec une mèche au bout. Des éventails de feu. Donc des grands éventails avec des mèches au bout de chaque... chaque branche de l'éventail. C'est ça. Il y a aussi du staff. Alors moi, je le pratique pas trop parce que après, on a chacune nos rôles.
En fait, c'est en tout cas le spectacle femme dans lequel je danse actuellement, avec la compagnie En Flamme, du coup, qui est à Lyon. Ok. On a chacune notre rôle et on est trois personnes sur scène. Ok. Enfin, sur scène dans la rue. C'est un spectacle de rue? Oui, c'est un spectacle de rue. C'est plus rare qu'on le fasse dans des scènes fermées parce que par rapport à la sécurité déjà. Oui. Et c'est vrai que l'art du feu, c'est quelque chose qui se passe dans la rue en général. Enfin, ça vient de là aussi à la base. Et du coup, donc je parlais des éventails de feu. On a les staffs, les bâtons comme tu as vu. Bon, ça, je le fais pas, mais mes collègues le font. Il y a aussi les mains de feu. Donc là, c'est juste une sorte de petits gants, on va dire, que tu mets et tu as une mèche au bout. Et là, c'est très proche de la main, donc ça va être un peu impressionnant aussi au début. Ouais. Et ensuite, on a des cordes de feu, une robe. Enfin, il y a plein d'agrès différents, en vrai. La jupe de feu aussi, que tu as dû voir en photo. La quoi? La jupe de Exactement, feu. Ouais. Très belle photo. Ouais. Donc ça, c'est quand même plus rare. Bon, ça se fait de plus en plus, je pense, mais c'est plus rare les jupes de feu quand même. Donc, par où commencer? Comment on apprend à manipuler? Une rencontre encore. Ouais. Du coup, j'ai rencontré Morgane Planté, qui est danseuse aussi, et qui a commencé le feu, je crois, il y a déjà bien 8 années. Et en fait, on s'est rencontrés via le cabaret, d'abord. Par une compagnie extérieure et après moi je lui ai proposé de rejoindre Gatsby Show justement parce que j'avais vraiment accroché avec son énergie, son travail. J'aime bien les personnes travailleuses et qui se donnent à fond dans notre métier, donc beaucoup aimé son énergie. Et elle justement, on a construit nos compagnies, nos spectacles un peu en même temps. D'accord. Okay. Donc on a aussi un échange intéressant par rapport à ça, on se soutient beaucoup. Et du coup, elle m'a proposé, ainsi qu'une autre danseuse qui est au Paradise avec moi, Laura, de nous initier à la manipulation de feu, qu'on n'avait jamais abordé auparavant. On n'avait jamais fait ça, donc effectivement, il y a de l'appréhension, parce que c'est quelque chose que le feu, on le maîtrise, on essaye, mais il y a plein de choses qui font que des fois tu peux pas le maîtriser comme tu veux. Par exemple, le vent, quelque chose de tout bête, mais si tu as des grosses rafales de vent, c'est impossible. Alors des fois oui, tu es obligé d'annuler le spectacle parce que tu peux pas, ça peut te brûler le bras, ou enfin quand tu peux pas maîtriser son mouvement à cause du vent, effectivement on prend pas le risque. Mais du coup, on y allait étape par étape. Ça a commencé par une après-midi où elle nous a expliqué comment on allait faire ça. On a commencé par les éventails de feu, je crois, parce qu'il y avait quand même plus de distance avec le corps. Oui. Vu qu'il y a la longueur de l'agrès, c'était un peu plus rassurant. Mais par contre, les flammes sont impressionnantes. Et vraiment impressionnantes au début. Du coup, on dansait de très très loin. Et elle a été hyper douce et pédagogue, et ça nous a déjà vraiment mis en confiance. Et on est allé étape par étape. On a allumé une première fois juste pour sentir la chaleur du feu. Appréhender, avoir le regard posé dessus, sentir cette magie aussi, parce qu'en vrai, il y a quelque chose de magique. Et seulement après, on a appris des chorégraphies, et ensuite, on a incorporé le feu sur les agrès, tout ça. On a vraiment fait étape par étape. Elle a été géniale là-dessus. C'est elle qui nous a formés, du coup. Et vous étiez combien à être formés à ce moment-là? Et au départ, on était toutes les deux. Et elle avait... Ange, c'est elle qui l'avait initiée au feu, qui avait son spectacle de feu. D'accord. Elle avait appris par elle, et du coup, elle faisait partie du projet, mais c'est vraiment Morgane qui nous a formés au départ avec les agrès. Et après, on a travaillé tout ensemble. Ok. Tu parles de magie, mais moi, je pense à la chaleur. Ah oui. Parce que oui, enfin, ok, l'éventail... t'es moins en contact, enfin il y a une distance on va dire, mais quand même, enfin tu dois avoir extrêmement chaud, non? Comment tu te protèges, même la peau, est-ce qu'elle est pas... Alors, est-ce que c'est pas... Même si t'es pas en contact direct, enfin je veux dire, voilà, il y a cette distance, mais j'imagine que ça chauffe énormément la peau. En fait, on est en mouvement,
Et en fait, le mouvement fait que ça va pas être la chaleur du... Par exemple, si tu mets ta main au-dessus d'une bougie, au bout d'un moment, t'as la main qui crame. On est d'accord ? Et en fait, là, vu que c'est en mouvement, déjà, la mèche, enfin, le feu, il va être moins grand, on va dire. Ça va être... vu que c'est dans des mouvements rapides, souvent, ça va pas avoir le temps de te brûler, d'avoir cette sensation de chaleur. Alors, des fois, les métaux, ils peuvent être très chauds. Ça peut arriver, mais on a aussi des gants des fois pour se protéger suivant ce qu'on fait. Il y a les charbons aussi, c'est des petites paillettes de charbon. Bien sûr, je pense à ça aussi ça pique un peu. Qui crépite. Enfin, est-ce que c'est un peu comme le feu, tu vois, d'une cheminée où ça va crépiter et tu peux te recevoir une petite étincelle? Ça peut arriver, mais on essaye de se protéger au mieux. Par exemple, quand on fait les charbons, parce que ça, pour le coup, ça a vraiment un effet magique visuellement. Mais quand t'es dessous, des fois, ça peut piquer un peu parce qu'effectivement, si ça va sur la peau, tu peux sentir, ça peut brûler un petit peu, quoi. Mais du coup, on a des lunettes de protection. Et au niveau des vêtements, déjà, tout est inifugé, si je le dis bien. Donc, pareil, on a des vestes en cuir, pas sur tous les numéros, mais on essaye d'adapter au mieux avec l'agrès qu'on va pratiquer. Ok, donc t'es quand même protégée. T'as un vêtement... Oui, on essaye de se protéger au maximum. Après, par exemple, au début du spectacle, on a les bras, ils sont dénudés, mais on utilise des agrès. Enfin voilà, tout est. Puis en vrai, même si la flamme, on dit qu'elle lèche la partie du corps, tu vois, ça va pas te brûler. En fait, c'est juste un passage. C'est presque agréable. Non, si tu restes pas 3 heures dessus, en vrai, c'est juste une caresse chaude au final. Bon, là, je te donne le côté poétique, mais effectivement, ça peut... Il y a des dangers pour ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment être bien encadré, être conscient de ce qu'on fait. Et c'est pour ça aussi qu'elle a créé des formations. Elle va en donner une, là, pour les intermittents du spectacle, début septembre, justement pour transmettre tout ça en pleine conscience et en sécurité et pas faire n'importe quoi. Parce que malheureusement, on voit beaucoup d'artistes qui ont des matières inflammables, comme des combinaisons que tu achètes sur AliExpress, tu vois. Et ça, même si c'est inifugé, c'est des matières qui peuvent fondre sur ta peau. Ah oui, d'accord. Donc ça peut être hyper dangereux. Ah oui. Et du coup, c'est pour ça elle a réfléchi au fait de créer une formation, parce que ça n'existe pas trop, en tout cas dans le milieu de la danse, d'allier la danse et le feu comme ça, c'est pas encore très courant. Donc, Et oui. Mais cette pratique du feu, est-ce que justement elle se catégorise peut-être dans... Je veux pas dire de bêtises, mais dans les... Arts du cirque. Ouais, tout à fait. Oui. Ouais, ça vient de là. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, de ce que moi je connais, oui. Ouais. Ça vient plutôt des arts de rue et du cirque. Du coup, effectivement, il n'y a pas forcément... Je pense que c'est pareil, ils se forment entre eux. Tu vois, je pense que c'est une communauté, ils se forment entre eux. Et voilà, après, chacun a son rapport avec la sécurité. Mais bon, maintenant, on voit bien... Enfin, c'est encore plus important avec tous les événements qui se sont passés et tout. Bon, c'était pas la même histoire, mais ça n'empêche il y a le rapport au feu quand même. Bref, du coup, on est hyper vigilante là-dessus. Et oui. Et ça t'est déjà arrivé quand même de te brûler ? Alors, je me suis pris un retour de flamme retour de flamme, C'est... quand on manipule le feu, par exemple, si tu as une flamme très proche de toi, il faut surtout pas aspirer, parce que ça va créer un retour de flamme. Ok, d'accord. Tu vois, par exemple, des fois, il y a des agrès qu'on doit, pour éteindre, on souffle dessus. Il faut surtout pas qu'on inspire. Ah ouais. Sinon, ça va créer ce retour de flamme. Wow. Et une fois, j'ai eu le malheur de le faire. J'ai cru que j'avais mon visage qui allait se brûler, mais c'est pas arrivé, hein. Mais c'est juste la sensation. On parlait de la chaleur. Pour le coup, c'était pas une chaleur douce. J'ai vraiment senti la flamme qui m'a caressé tout le visage. Wow. Et j'étais encore en spectacle. On était sur la fin du spectacle. Et je me disais, mais est-ce que j'ai encore mes sourcils ? J'étais en stress, je me disais, est-ce que je me suis brûlée ? Parce qu'il y avait vraiment cette sensation de chaleur très forte. Et c'était impressionnant, ça a duré 2 secondes. Hein. J'ai même retrouvé une vidéo où ça s'est fait. Et en fait, c'est hyper rapide, mais c'était hyper fort en chaleur. Mais tout va bien. Tu vois, j'ai toujours mon visage, mes sourcils. Tes sourcils, Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, même si on fait hyper attention, effectivement. Le risque zéro n'existe pas. Hein. Clairement, dans ce genre de discipline, faut en être conscient,
Carrément. Est-ce qu'il y a des figures, tu vois, comme quand on apprend une danse, il y a un vocabulaire. Est-ce que c'est le cas aussi pour le feu? Est-ce que tu parles de numéros? Enfin, comment ça se catégorise, tu vois, tout ce que vous faites Tu dis une terminologie? Ouais, exactement. Ouais. Alors moi, je m'y connais pas assez là-dessus. Tu pourras demander à Morgane si tu la rencontres un jour. Moi, j'ai plus appris les chorégraphies et les mouvements qui étaient liés avec ça. Après, oui, je sais qu'il y a des termes précis suivant les figures que tu fais. Il y a du flow art, par exemple, avec certains agrès et tout, mais honnêtement, je m'y connais pas assez pour te renseigner là-dessus. Ah ouais. Et du coup, la compagnie En Flamme, ça s'appelle? Oui. Tu es appelée parfois pour venir faire des spectacles? Et ben en fait... Encore aujourd'hui, du coup? Oui, totalement. Cet été, je crois que j'ai 7 dates avec elle. En fait, on est plusieurs artistes parce que effectivement, le spectacle, on est 3 dessus, mais on travaille toutes à côté. De toute façon, les artistes, de manière générale, aujourd'hui, c'est rare de travailler à un seul endroit. On est tous avec plusieurs compagnies et tout. Donc, dans tous les cas, il fallait des personnes qui puissent remplacer chaque rôle. Donc, je sais plus combien on est maintenant. Je pense qu'on est 5 en tout. 5 danseuses. Et elle fait ses équipes en fonction des disponibilités. Et elle essaye de faire en sorte que chacun ait le même nombre de dates. Ok. Et c'est à Lyon, du coup? La compagnie est basée à Lyon. Ouais. Mais c'est de l'itinérance. Donc, je crois que d'ailleurs, la toute première date que j'avais fait, c'était tout en haut de la France, à Roy ou Roy. Je sais plus comment on le dit. Je sais pas du tout. Mais c'était à 9 heures de route. Alors, c'était... Puis là, on a tout le matos, donc il faut forcément y aller en voiture. Oui. Donc, c'est l'aventure, mais ça fait partie du spectacle vivant, du spectacle de rue aussi. Et oui. Je voulais parler d'une autre discipline qui est la spirale aérienne. Donc, en début d'épisode, là, tu me disais que c'était de plus en plus connu, ou tu parlais du cerceau? Je parlais surtout du cerceau. Qui était plus connu que la spirale aérienne. Ouais, c'est moins courant. Ouais, c'est moins courant, mais du coup, la spirale aérienne, on en trouve dans les cabarets, essentiellement? De ce que j'ai expérimenté moi, oui. La spirale aérienne, où j'ai eu l'occasion d'en faire, c'était à la Ruche Gourmande, près d'Auxerre. Ouais. Après... C'est quoi? C'est une compagnie? C'est un cabaret. C'est un cabaret, ok. Ouais, c'est un établissement. Et en fait, on a fait 2 ou 3... En tout, je crois, ils avaient 3 ou 4 ans de contrat là-bas avec Magma Show Paris, qui se trouve à Paris. D'accord, oui. Ouais, ils avaient embauché une compagnie... Enfin, ils font ça et ils changent d'année en année. Ils prennent plusieurs compagnies itinérantes pour changer leur spectacle. D'accord, ok. Ouais. Donc, c'est là que tu as découvert la spirale aérienne? Ouais, c'est ça. Donc, c'est dans le cadre d'un contrat pro que tu as découvert ça? Oui. Totalement. Et on t'a demandé du coup de danser, d'être sur cette spirale pour un prochain numéro, c'est ça? Oui, en fait, moi je crois que je faisais déjà un petit peu de cerceau aérien. Oui. Donc ça se rapproche un peu de la technique du cerceau? En fait, je pense qu'à partir du moment qu'on maîtrise un peu une discipline aérienne, au niveau des muscles, tout ça, il y a des choses qui se rejoignent. Après, la spirale, c'est une forme très différente, mais... C'est surtout la force, je pense qu'au début, qui nous manque, par exemple, en tant que danseuse. Parce que, pareil, tout ce qui est aérien, c'est plus les arts du cirque. Le cirque aussi, à la base. Et maintenant, on est de plus en plus de danseuses à se mettre aussi à l'aérien, tout ça, parce que c'est demandé, effectivement, dans les contrats de cabaret, beaucoup. Et du coup, je dirais que oui, au niveau physiquement, je pense que si on maîtrise déjà bien, par exemple, le trapèze ou le cerceau ou la pole dance aussi, je pensais à ça justement. Ça demande beaucoup de... Je trouve que c'est presque plus dur parce que t'as juste ta barre, tu peux pas te poser vraiment dessus, à part si tu te mets en position et tout, mais je trouve que ça demande encore beaucoup plus au corps. Donc en vrai... ça reste accessible. Je pense qu'on peut facilement... c'est comme la danse. Tu maîtrises une discipline. Je pense que tu auras plus de facilité à aller goûter à d'autres choses et apprendre. Et du coup, ça utilise quoi? Enfin, toi, tu as l'impression que tu as développé quoi comme muscle quand tu as cherché à justement pratiquer ces disciplines aériennes? Clairement, les muscles du dos. Les muscles du dos, ouais. Et encore, c'est une faiblesse chez moi. Je pense que de base, mon corps, il est moins fait pour ça. Au niveau de la force, je parle de la souplesse, il y a ce qu'il faut.
Mais se tracter comme ça sur un agrès, moi j'ai les omoplates un peu décollées, mon dentelé antérieur il est pas très costaud. Du coup, je sais que de base j'ai besoin de plus de renforcement et ça m'aide aussi quelque part à faire ce renforcement. Parce qu'effectivement, ça demande beaucoup à cette zone-là. Puis les bras aussi, forcément. Puis le savoir se gainer. Le reste du corps, c'est beaucoup du gainage au final. Mais trouver aussi de la souplesse dedans. Ça demande beaucoup de choses. La fluidité de mouvement, comme si c'était pas assez compliqué comme ça. Oui, puis les transitions, je trouve qu'au final, c'est ce qui est plus difficile dans les arts aériens. Ok, on peut faire des belles figures, mais si ta transition elle est pas terrible, tu perds un peu la magie. Tu perds en qualité de. C'est plus dur, je trouve. Oui. J'en ai jamais fait, mais je visualise très très bien les transitions. Si elles sont pas propres, même tu vois que ça donnera un mouvement effectivement peut-être saccadé. Ça sera figure après figure et ça donnera pas quelque chose de lié et d'esthétiquement beau. Et justement techniquement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste pour justement les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout comme moi en aérien, notamment du coup en spirale? Spirale, franchement, j'ai appris sur le tas. Parce que on avait l'opportunité d'avoir une spirale. Le cabaret voulait intégrer, donc ils ont acheté la spirale pour la ramener. Mais c'est énorme déjà comme structure, donc c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup, parce qu'il faut beaucoup de hauteur. Combien du coup ça nécessite? Je sais même pas. Plus grand que toi. Toi, tu t'es grande. Tu fais combien? Moi, je fais 1m75, mais il faut beaucoup plus, en fait, de hauteur. Tu dirais quoi, le double? Ou même plus que ça, ouais. J'avoue, je suis pas très bonne. Très, très grand. Une très grande spirale. Voilà. Faut de la hauteur. Pour la spirale, en tout cas, parce qu'il y a vraiment ce tire-bouchon, là, qui descend. Et puis, celle qu'on a eue était vraiment très, très imposante. Je pense qu'il existe des formats plus petits, mais là, du coup, voilà. Donc, ils voulaient qu'on fasse de la spirale, mais aucune de nous avait exercé cet art avant. Donc, on a regardé beaucoup de vidéos, pour être honnête. On était en groupe. On était 3. Il y avait Nolwenn et Nora et moi, du coup. On s'est retrouvés, je sais plus, quelques jours au cabaret. Et on a testé des choses, en fait, avec les connaissances qu'on avait déjà. Mais vu que c'est pas du tout les mêmes accroches, on peut pas. C'était quand même beaucoup de nouveautés. Et au final, l'avantage, je dirais, de la spirale, c'est que vu qu'il y a ce truc un peu hypnotique, vu que c'est en rotation, au final, il n'y a pas besoin de faire 1 million de figures. Enfin, je parle à un niveau débutant, bien sûr. Après, on peut faire des choses fantastiques dessus. Mais déjà, en tout cas, il y aura un effet visuel. Voilà. Rien qu'avec quelques mouvements plus basiques, entre guillemets. Puis, vu qu'en tant que danseuse, on a déjà des belles lignes. Tout à fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'énormément de figures pour que ce soit beau. Après, voilà, on n'est pas dans la technique. Je veux dire, on n'est pas des techniciennes de la spirale. C'est pareil, on a testé des choses, on s'est sécurisé entre nous aussi pour pas se blesser, parce que quand on fait quelque chose de nouveau, c'est pareil. Surtout de l'aérien, faut faire gaffe à ça. Donc, on a fait avec notre bagage et puis ce qu'on a attrapé à droite à gauche de ce qu'on avait vu. Vos inspirations et vos influences respectives, quoi. Oui, c'est ça. Selon d'où vous venez. Mais justement, comment tu sécurises? Est-ce qu'au début, quand tu commences l'aérien, comment ça se passe concrètement? Quand tu commences l'aérien, donc peut-être que là on fait un flashback quelques années avant quand tu commences l'aérien, mais t'es protégée et au fur et à mesure tu vas enlever cette protection? Alors par exemple, moi j'ai commencé avec le trapèze aérien. J'avais pris des cours sur Paris avec Isabelle Compiègne. Et en fait, c'était dans un gymnase et t'avais des trapèzes de hauteurs différentes déjà. T'en avais qui étaient beaucoup plus hauts et t'en avais deux qui étaient vraiment plus bas, justement pour les débutants, ou si tu veux tenter une figure, même si t'as déjà un peu plus d'expérience, mais qu'il y a une figure que t'as jamais fait et que t'as peur de te faire mal, tu la testes sur le trapèze qui est le plus bas plutôt que d'aller tenter tout de suite tout là-haut. Et en fait, ça s'est fait comme ça. C'est des choses toutes basiques, déjà se poser sur la grès. Bon là, c'était le trapèze, donc on peut s'asseoir dessus. Poser tes appuis, te mettre debout sur ton agrès. Enfin,
Et petit à petit, on t'apprend aussi comment poser tes mains, et t'as quelqu'un qui te part à chaque fois. Oui. T'as tout le temps quelqu'un qui est à côté pour t'aider à te placer correctement, et en cas de chute, qui est là pour te rattraper aussi, avec des tapis au sol et tout. Bien sûr. Ouais. Mais du coup, t'as pas une protection, genre moi j'imagine, tu vois, bêtement dans ma tête, c'est une ceinture avec un harnais. Ouais, voilà, tu vois. Alors non, pas pour... en tout cas moi j'ai pas connu ça. Mais je pense que ce serait compliqué parce que pour faire les mouvements t'as besoin d'être libre quand même, de te mouvoir comme tu veux sur ton agrès. Et du coup par contre le trapèze ballant, c'est quoi? C'est autre chose. C'est là c'était un trapèze fixe. Oui. Et trapèze ballant c'est vraiment le fait de se balancer comme ça, c'est vraiment qu'on voit au cirque. Qu'on voit au cirque, et que j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques années, une fois comme ça. C'était incroyable, mais c'est hyper impressionnant. Et effectivement, là, faut que t'aies des protections, sinon... c'est encore autre chose, ça. Ok, donc c'est grâce, en fait, finalement, au trapèze fixe que tu as appris l'aérien. Oui. C'est ça. Et après, t'as continué avec le cerceau, certainement? Et après c'est avec Jenan Ryan Productions la croisière où j'ai eu l'occasion de faire ça. Mais c'était pas, il y avait un petit peu de cerceau aérien, mais c'était un petit passage, vraiment pas grand chose. Donc j'ai pu faire un peu d'aérien, et après je pense que j'avais juste envie d'apprendre, donc je me suis acheté mon cerceau et j'ai fait un peu des entraînements pour moi, avec quelqu'un quand même pour au cas où s'il y avait un souci, mais cerceau c'est arrivé un peu plus tard. Ok. Et si on revient à la spirale du coup, qu'est-ce qui est différent du cerceau? Qu'est-ce qui est différent du cerceau, et qu'est-ce que tu as apprécié dans cette spirale aérienne? C'est pas du tout les mêmes sensations. Enfin, la rotation, oui, ça c'est la même, et au début c'est dur. Parce que c'est hypnotisant justement, même pour soi-même. C'est surtout que comment dire, tu peux avoir la nausée après. Ah ouais. Surtout si ça va vite. Au début, si je reprends le tout début, je me sentais vraiment pas bien avec la rotation. Donc ça, faut que ton corps il s'habitue aussi. Puis je pense que d'une personne à une autre, c'est très différent. Par exemple, pareil, le cerceau, ça peut être en fixe, donc sans rotation, mais tu peux aussi mettre la rotation. Moi, c'est celui que je fais, parce que je trouve que ça rajoute vraiment un truc. Mais c'est vrai que physiquement... Mais au début, moi en tout cas, c'était dur. Puis des mouvements que tu fais sur un élément fixe, quand c'est en rotation, c'est encore plus dur avec... avec ce mouvement de rotation de les faire, en fait. Ça demande encore plus d'efforts, de gainage et tout. Mais si je dois comparer la spirale et le cerceau, pour moi c'est vraiment deux choses complètement différentes. Par exemple, sur la spirale, il y avait un mouvement que j'adorais, j'étais presque allongée dessus. Et ça c'est quelque chose, sur le cerceau c'est pas du tout la même assise, pas du tout Est-ce que ça offre plus de liberté, tu dirais, ou pas, ou il y a autant de liberté en spirale qu'en cerceau? Moi, je pense que j'ai plus de vocabulaire en cerceau, donc j'ai l'impression d'avoir plus de liberté. Mais ça se trouve, en spirale, il y a autant de possibilités, et moi, je les connais pas forcément. Je pense que chaque agrès a ses limites, et au contraire, ses possibilités. Oui, complètement. Si on parle du coup du feu et de la spirale aérienne, ce sont deux disciplines qui sont assez impressionnantes. Enfin, visuellement, il y a un effet waouh. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi ces disciplines waouh, impressionnantes, m'attirent par rapport à, quelque chose de plus posé, entre guillemets, comme le cabaret ou le Hills, etc. Je pense que je me suis même pas posé la question de impressionnante. Voilà. Je me suis juste dit, j'aime bien, ça m'attire, c'est un nouveau jeu, presque, tu vois, un peu un nouveau jeu, mais en conscience, parce que effectivement, il y a le facteur risque. Mais je suis plutôt du genre à être dans l'action, comme je te disais. Du coup, je me suis dit, trop bien, une nouvelle opportunité d'avoir des nouvelles sensations et de vivre une belle expérience. Mais j'ai pas... Tu l'as pas mentalisé. Peut-être que dans une ancienne vie, tu étais cascadeuse, tu ne sais pas. Peut-être.
Puis c'est vrai que, comme tu dis, je le ressens même plus comme quelque chose d'impressionnant au final. Je prends autant de plaisir à danser d'autres disciplines qu'à monter sur mon cerceau ou faire du feu. Maintenant, c'est comme si tout était uni un peu. Je sais pas comment... Mais c'est pas... Enfin, je trouve pas ça courant quand même, tu vois. Ouais. C'est pas... Oui, t'as raison. Ou même, tu vois, des écoles, comme tu disais au début, ça se passait de génération en génération comme ça. Maintenant, effectivement, il y a cette fille de la compagnie en flammes qui veut l'officialiser, qui veut en faire une formation pour les intermittents du spectacle. Mais voilà, c'est des choses, c'est nouveau, quoi. J'ai l'impression que c'est pas très courant. Justement, pour clôturer un peu ce chapitre spirale aérienne, cerceau, etc., s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait essayer, dans la région, donc toi tu viens de Aix-les-Bains, t'enseignes à Annecy, bref, tout Haute-Savoie et Savoie, est-ce que il y a des écoles justement où on peut pratiquer, découvrir ces disciplines-là? Tu veux dire tout ce qui est aérien du coup? Ouais, dont la spirale. Alors la spirale, honnêtement, je ne sais pas. Ok. Je me suis pas renseignée parce que moi mon expérience elle était là-haut. Mais oui. Ça doit exister, hein. Il doit y avoir. Après, si on veut découvrir l'aérien, par exemple sur Annecy, je sais qu'il y a une école du cirque. D'accord. Pas très loin de là où j'enseigne le centre Artis. Je sais qu'il y a des cours là-bas. Après, l'école en question, elle s'appelle comment? Je sais pas. Plus. Ok. Ouais. Mais elle est à côté du centre artiste. Ouais, elle est à côté du centre artiste. Si on met école de cirque, Annecy, je pense que ça va sortir. Il me semble qu'il y a une école sur Chambéry aussi. Ok. Du cirque, donc il y a forcément l'aérien. Bon, Albertville, j'avais fait un petit séjour, ils ont une école du cirque aussi là-bas à Albertville, s'il y en a qui sont par là-bas. C'est plus en loisir par contre, mais voilà, ils pratiquent aussi l'aérien. Et sinon, à Lyon, il y a le Cirque Imagine. Ok. Je sais pas si tu connais. Du tout. En fait, c'est un grand cirque où ils font des représentations, moitié cabaret, moitié les arts du cirque. C'est vraiment un mélange des deux. Donc, t'as plusieurs artistes, des circassiens, qui font leur numéro. Et entre, t'as des danseuses... plutôt dans le milieu cabaret, je dirais quand même. Ok. Et franchement, c'est vraiment sympa, moderne. Je suis allée voir en dîner-spectacle, du coup. Je crois qu'ils font que sous forme de dîner-spectacle pour la revue, en tout cas, qu'ils font. Je sais pas s'ils appellent ça une revue, mais bon, voilà. C'est un mélange des deux et franchement, c'est vraiment sympa. Faut aller voir. Et ils font aussi une école de cirque. D'accord. Et ils proposent notamment des workshops pour... c'est autant pour les artistes, je pense que des personnes qui en font pas leur métier, mais voilà, il y a plusieurs workshops à aller voir là-bas, cerceau, tissu. Ils font aussi... tissu, oui, c'est vrai qu'il y a ça tissu aussi. aérien. Ouais. Il doit y avoir d'autres choses, je me suis pas renseignée sur tout, mais voilà. Bon, t'as déjà quand même pas mal d'adresses que tu viens de nous donner, donc c'est chouette. Oui. Mais tu vois, en t'écoutant, je me disais, incroyable, en fait, c'est vraiment... les écoles de cirque finalement enfin voilà, on en a parlé tout à l'heure et tu vois, quand j'ai préparé le podcast, je ne pensais pas du tout à ça. Je ne pensais pas du tout au milieu à l'art du cirque en fait. Et en fait, au final, t'es danseuse, mais la frontière est mince, non, avec le cirque finalement. Est-ce que quand tu t'es présentée, t'as dit je suis danseuse professionnelle et professeure de danse? Et pourquoi, du coup, tu insères pas quelque chose par rapport au cirque, tu vois? Est-ce que le mot serait trop fort de dire circassienne? Je sais même pas si c'est le mot qu'on emploie. Si, je comprends. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu ne t'identifies pas, du coup, à cette catégorie-là? C'est intéressant, comme question. Mais effectivement, dans ma tête, je me dis pas que je suis circassienne parce que on va dire que j'ai construit par exemple mon numéro de cerceau, j'ai pris quelques cours en trapèze comme je te disais, tout ça, mais j'ai pas une formation de circassienne et je veux pas je veux dire, il y a l'école de cirque, enfin toute la partie circassien, c'est encore un autre milieu. Alors effectivement, je prends des petits bouts, mais je me dirais pas circassienne parce que
vraiment, si on le fait à fond, Oui. C'est encore un autre niveau. Et puis certainement qu'il y a plein de disciplines en fait dans l'art totalement. du cirque. Donc pour s'appeler circassienne, il faudrait pouvoir toucher à toutes ces disciplines-là. Non, je pense pas. Je pense pas, mais je pense que je me dirais circassienne si vraiment j'avais une formation où j'avais mis beaucoup plus de temps et d'énergie dans ce milieu-là. Pour moi, c'est un plus. Ok. C'est pas la majeure partie. Voilà. Ouais, d'accord. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'identifie. Ouais. Et en vrai, on pourrait dire, je sais pas franchement, mais c'est vrai pour moi, un circassien, c'est quelqu'un qui a vraiment plus d'expérience. Dans ce milieu-là, qui a fait une formation ou en tout cas qui est peut-être né dans qui a baigné plus dans ce monde-là que le monde de la danse en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que pour moi, ce serait un peu prétentieux, je pense. Ouais, après, on s'en fout en soi, tu vois, des mots et tout, mais je me verrais pas dire oui, je suis circassienne parce que je sais faire un petit peu de cerceau, un petit peu de spirale, tu vois. Du coup, ouais, c'est pour ça que je le nomme pas comme ça en tout cas. Mais du coup, en allant voir l'école de cirque à Albertville, j'ai fait une petite année en loisirs du coup. Ah, tu vois. Et je me suis dit, mais oui, je me suis dit, mais si j'avais découvert ça plus tôt, je pense que ça m'aurait vraiment plu parce que c'est très varié. Ouais. En fait, il y a le fait de jongler, il y a le fait, il y a le main à main. Enfin, il y a plein de choses. Là, je te sors 2-3 trucs, mais en vrai, c'est hyper varié. Et c'est trop intéressant, je trouve. Mais effectivement, pour moi, c'est encore un autre domaine et je maîtrise pas assez ces choses-là pour utiliser ce terme-là. Et t'es tombée dans la danse comment, justement, si on remonte à très très loin Oui. Avec la danse classique ou... Non, la danse moderne jazz. La danse moderne jazz. J'ai commencé assez tard pour en faire mon métier. J'ai commencé à 15 ans. Et c'était de la danse loisir à Frontenex, dans le petit village du coin. Et en fait, je me suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est plusieurs années plus tard que j'ai compris qu'en fait, c'était déjà là la danse quand j'étais petite. Même si je prenais pas des cours de danse, j'ai toujours adoré faire des spectacles dans le salon pour la famille ou les invités. Mes copines, je les ramenais dans une grange avant qu'on avait avec mon père avait acheté une maison. Il y avait une grande grange qui était pas du tout rénovée, hein, c'était le bazar complet, mais je les ramenais l'après-midi, on créait des chorés, des spectacles, et ça c'était même avant de prendre les cours de danse. Donc il y avait déjà, en fait, elle était déjà là la danse au final. Et t'avais jamais voulu faire de la danse plus tôt ? Eh ben, je pense que en fait, j'ai fait un peu de patinage artistique. J'en ai pas parlé, mais j'avais une autre activité. Ok. Donc, plus jeune, t'avais plutôt fait ça. J'avais fait un petit peu de patinage artistique. Ouais. Après, c'est vrai que j'y pensais pas plus que ça. Ouais. C'était déjà là, mais je m'en rendais pas compte, hein. Et puis après, c'est en allant voir le spectacle d'une amie, où je me suis dit, ah ouais, moi aussi, je veux faire le spectacle. Et c'est comme ça que je me suis inscrite dans l'association. Danse à la clé à l'époque. Oui, c'est vrai que commencer la danse à 15 ans, et pour en être ensuite professionnel, ça peut être considéré comme tard. Mais après, t'as dû rattraper toutes tes années en un temps record, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Puis je pense qu'au début, il y avait un peu cette pression de... J'ai commencé tard, enfin, je me souviens qu'à l'époque, je me disais, oh là là, j'ai commencé tard, donc je me donnais à fond. Enfin, vraiment, j'étais bosseuse de ouf et hyper motivée. Mais il y avait cette impression d'être en retard, alors qu'en soi, j'avançais, Ouais. Mais j'avais vraiment cette envie d'y aller à fond et de pouvoir réaliser mes rêves, du coup. C'est venu rapidement, du coup, l'envie d'être professionnelle en danse ? Eh ben, au départ, je l'imaginais même pas. Parce que ça paraît un autre monde quand t'es dans ta petite campagne avec les vaches. Ah, toi aussi t'es entourée de vaches, d'accord. Voilà, aujourd'hui on en a pas, mais habituellement il y en a de partout aussi. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est loin de... C'est ce que tu vois à la télé, c'est ce que tu vois... Moi j'avais pas trop vu de spectacle, je pense, plus jeune. Et en fait, ça te paraît presque irréel, tu vois. Inatteignable, vraiment très très loin. Et au début, du coup, j'ai commencé la danse vers mes 15 ans. Mon professeur, c'était Isabelle Demarquis, qui m'a vraiment beaucoup soutenue et fait grandir.
Et vu que je la voyais nous donner des cours de danse, bah, je me suis dit, bah, peut-être que moi, je peux donner des cours de danse parce que c'était concret. Oui, bah oui. C'était dans la vraie vie, elle était en face de moi. Ouais. Donc, je pense le premier truc auquel j'ai pensé, c'est plutôt ça, en partant en formation professionnelle après. Je me suis dit, bah, je vais enseigner. Plus qu'être danseuse. Bah, je pensais pas que c'était possible, en fait. Ouais. C'était déjà énorme pour moi de me dire, ah bon, je vais faire une formation professionnelle, alors que j'étais en train de faire mon BEP secrétariat. Ah oui, d'accord. Mais du coup, concrètement, ça, le BEP, c'est ça? Ouais. Secrétariat, tu l'as fait donc à partir de quoi, de 18 ans, 19 ans? Bah, quand je suis partie, j'avais 18 ans, donc je crois que j'avais fait 2 ans, c'est ça. T'as déjà donc, fait 2 ans, ouais, j'avais 17, 18 ans, tu vois. Quand je Et qu'est-ce qui a fait que t'as voulu switcher, justement? Ben, en fait, je savais pas ce que je voulais faire. D'accord. Enfin, moi, l'école, c'était pas trop ça. Ça me passionnait pas trop et je pense que j'avais du mal aussi avec tout ce qui se passait à l'époque. Voilà, c'était pas une période simple pour moi. Et du coup, bah, mon refuge, c'était la danse. Enfin, c'est devenu, en tout cas, quand j'ai vraiment commencé à me mettre à fond dedans, c'était un moyen d'expression incroyable. Et j'aimais trop cette sensation. Et je savais, je me souviens à l'époque, je me disais, je veux pas rester assise dans un bureau. J'étais partie en BEP secrétariat, mais c'était histoire de faire quelque chose. Mais je me suis pas dit, je vais en faire mon métier. J'étais pas du tout dans cette optique-là. J'étais en mode, bon bah, il faut faire quelque chose, donc j'avance. La danse, ça me passionne. Je prends de plus en plus de plaisir à le faire et je sens que j'évolue, qu'il y a du potentiel. Toujours en modern jazz? En modern jazz, ouais. Toujours. C'était que du modern jazz quand j'étais à Frontex. Ok. Elle m'avait peut-être montré quelques cours de classique aussi, mais c'était vraiment le tout début. Et du coup, bah, c'est aussi grâce à Isabelle, du coup, que c'est elle qui m'a dit, mais tu pourrais peut-être tenter une formation professionnelle. C'est elle qui m'a un peu ouvert la porte aussi, de me dire, bah, hop, c'est possible. Tu peux y aller. Et c'était où, cette formation professionnelle? Et c'était à Nice, du coup. Où ça? À l'ESD, chez Serge Alzetta. Ok. Donc ils sont spécialisés en danse jazz, mais après j'ai pu faire plein de styles différents au sein de la formation. Lisa, dans l'épisode précédent, elle a une formation justement de jazz à Nice, mais l'école n'est pas, enfin c'est jazz. Exact. Ouais. Ouais. Oui, c'était deux écoles différentes et concurrentes certainement aussi du coup. Ouais. C'est ça, ouais. Ok. Mais moi, l'école où je suis allée, c'est où ma prof de l'époque, Isabelle, avait été formée, ou elle avait été assistante du directeur. Il y avait, enfin voilà, elle connaissait. Donc j'ai passé l'audition là-bas. Trop bien. Et du coup, cette formation, c'était une formation, donc c'était le DE pour enseigner. Ou pas du tout? Moi, je savais même pas ce que c'était le DE à l'époque. Donc c'était une formation professionnelle de danseur. Voilà, c'est ça, mais je pense qu'à l'époque, pour moi, c'était pas très clair. Je me disais, bah, je pars en formation, mais j'avais pas complètement compris le cursus et tout. Nous, on n'y connaissait rien. Avec mon père, on avait commencé à regarder dans la région, on savait pas trop, donc c'était vraiment l'inconnu. Ah ouais, et l'inconnu en partant quand même à Nice, quoi. En partant quand même à Nice, mais c'était pas bien. Pas la porte à côté. J'avais besoin, je pense, de ça aussi pour fermer la page du passé et tout. Ça m'a fait grandir vraiment, ça m'a fait du bien. Même si ça n'a pas été évident, hein, c'est 3 ans de formation. 3 ans du coup, Ouais, 3 ans de formation. Et du coup, c'était pour passer l'EAT Jazz en premier lieu, quoi. Donc l'EAT, pour les personnes qui ne savent pas, c'est la partie plus technique, enfin plus dense en réalité, la première partie pour avoir ensuite son DE, qui est une année donc plus théorique, plus axée théorie pour pouvoir enseigner. Si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. T'as raison. Ok. Donc c'était pour préparer l'EAT en jazz. Et tu l'as présenté du coup l'EAT que en jazz? Ou t'as voulu tester, je sais pas, le contempo, le classique? Non, là je passais que l'EAT de jazz. Okay. Enfin, en tout cas, chez eux, c'était surtout... Je pense pas qu'ils proposaient... Non, c'était des danses complémentaires à la formation. Par exemple, on avait des cours de contemporain, de classique. Mais contemporain, je crois, on avait 1 heure par semaine. Classique, on avait 2 ou 3 heures par semaine. Et le reste, c'était à fond jazz. Ils étaient vraiment spécialisés dans la danse jazz. Ok. Après, on avait vraiment d'autres styles, mais c'était... Voilà, l'examen, c'était le AT jazz qu'on passait. Et franchement, pour moi, c'était suffisant. Il y avait déjà de quoi faire. Oui, c'est sûr.
Et justement, après, du coup, enfin, ces 3 années de jazz, du coup, elles ont été déterminantes pour la suite, j'imagine. Et qu'est-ce que t'as retenu, en fait, de ces années intenses de jazz? Et comment elles ont pu t'aider ensuite Bah, honnêtement, ça m'a vraiment construit une base solide, technique. Vraiment, techniquement, c'était poussé et c'est ce qu'il me fallait pour pouvoir accéder au spectacle, en faire mon métier. Et donc effectivement, le jazz, j'ai vraiment acquis une technique élevée en danse jazz. Et encore, on a toujours des choses à apprendre de toute façon dans la danse, on sait. Mais c'est vrai qu'au bout de ces 3 ans, j'avais quelque chose dans mon corps, c'était inscrit, c'était solide. Mais c'est vrai que toutes les autres danses complémentaires, ça a été des belles découvertes et elles m'ont nourrie aussi. Bien sûr. Et ça m'a permis aussi cette polyvalence, je pense, dans les danses et qui est demandée pour le cabaret. Et oui. Parce que pour le coup, le cabaret, c'est pas juste du cabaret, du touch, comme on dit, ou du French cancan. Il y a vraiment beaucoup de disciplines mélangées. Ouais. Et tu savais à ce moment-là que tu voulais te diriger vers le cabaret? Enfin, quand est-ce que c'est venu, justement Et moi, je savais même pas que ça existait, les cabarets. Donc, c'est venu au moment où où t'as eu ton EAT. Et en fait, c'est arrivé assez en même temps, au final. Parce que, du coup, cabaret, moi, je connaissais pas. On avait commencé à nous en parler en formation, vite fait, Crazy Horse, Lido, mais je connaissais pas plus que ça. J'avais même pas vu d'image ou quoi à l'époque. J'essayais de survivre entre le travail en boulangerie et les cours. Bref, c'était déjà hyper riche. Intense, Et du coup, c'est surtout ma prof de claquettes de l'époque, du coup, qui était dans la formation, qui m'a parlé du cabaret, qui m'a fait découvrir un peu plus cet univers, et qui m'a dit, bah écoute, je pense que physiquement, parce qu'il y a quand même des critères physiques précis pour ce type de spectacle. En général, le cabaret, c'est 1 mètre combien minimum? 70? En fait, ça dépend des endroits. Par exemple, Moulin Rouge et Lido, ils étaient plus autour d'1m75 minimum pour les femmes. Et au Paradis Latin, ils avaient ce qu'ils appelaient les petites à partir d'1m70 et les glamours, les plus grandes, à partir d'1m75. Ah ouais, carrément. Ouais. Étiqueté glamour. Alors peut-être ils avaient un autre terme pour les petites, mais c'est ce qui est resté en tête à l'époque. Et du coup voilà, donc Vanessa qui me donnait les cours de claquettes, qui t'a introduite un peu. Elle m'a dit j'ai vu une audition au Paradis Latin à Paris, tu devrais essayer de le faire, parce que du coup j'étais sur ma dernière année de formation, j'allais passer mon EAT de jazz et je commençais à réfléchir à l'année d'après. Qu'est-ce que je voulais faire, et je me suis dit je veux aller à Paris parce que j'ai compris qu'il y avait du travail là-bas et j'avais envie de voir, me nourrir d'autres choses, mais je savais pas du tout où j'allais commencer. Je me suis dit au pire je prends un petit job comme je faisais déjà en boulangerie ou autre, et je prends des cours, je passe des auditions. Et en fait grâce à elle j'ai eu connaissance de cette audition et j'y suis allée et ça a marché étonnamment à l'époque parce que c'était nouveau quoi. Et oui. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec le monde du cabaret. Le monde du cabaret. T'as parlé du coup du Paradis Latin. Paradis Latin qui est donc un cabaret de music-hall parisien qui est assez vieux quand même, qui date de 1800 et quelques d'après ce que j'avais vu dans mes recherches. Comme tu le disais, tu sors de l'EAT, du coup t'arrives au Paradis Latin. T'es resté combien de temps en tout? Au Paradis Latin? Oui. J'ai fait 1 an et demi en fixe, donc 6 soirs sur 7. Waouh. Et après, quand je suis revenue des bateaux de croisière, en tout j'ai fait 6 années, on va dire, là-bas, en remplaçante après. Donc j'ai fait 1 an et demi et le reste en remplaçante. Après les bateaux de croisière? Après les bateaux de croisière. Bon, le podcast, il va durer une éternité si on parle de tout, donc malheureusement, on ne peut pas tout parler dans ce podcast. Mais du coup, Paradis Latin, qu'est-ce que t'as retenu le plus? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette expérience-là? Déjà, c'était ma première expérience professionnelle dans un beau lieu comme ça, donc rien que ça, c'était déjà vraiment marquant.
Et c'est là-bas que j'ai vraiment appris le plus gros du cabaret en fait. Parce que quand je suis arrivée là-bas, moi je sortais de ma formation de danse jazz. Ouais. Et j'avais très peu de connaissances sur la danse cabaret, avec les talons, les positions, le French cancan, le maquillage, le topless. Aussi, ouais. C'était je sais pas comment dire ça. Un saut dans le vide. Choc. C'est ça. Mais une aventure incroyable, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. Puis même le travail à deux, je veux dire des portées, des choses que j'avais jamais fait, voilà, okay. Avec un partenaire. Toute la partie sensuelle et tout, la féminité, enfin il y a. Tout était nouveau en fait dans cette expérience. Ouais, au final, oui, à part les petits moments de danse jazz ou ou classique, mais en tout cas la partie cabaret, les changements rapides, il y a tellement de choses, c'est tellement riche que cette expérience c'est une des plus belles que j'ai vécues de ma vie, c'est certain, hein. Et c'était une grande porte pour entamer cette carrière de danseuse. Est-ce que tu dirais du coup que ta formation académique en jazz a été comme un socle très fort pour pouvoir se sentir légitime dans ce type d'expérience professionnelle, cette première expérience professionnelle en cabaret? C'est certain que cette formation technique, elle m'a rassurée un petit peu, elle m'a donné un peu de confiance, parce que au départ c'était pas ça du tout, hein. Donc au début, tu dis quand t'es arrivée au Paradis Latin? Ouais, pendant très longtemps dans ma vie, la confiance en soi c'était pas le numéro 1. Donc c'est sûr que ça permet de se sentir déjà un peu plus armé. Bon, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais se dire je me suis formée, j'ai pris le temps d'inscrire des bases solides dans mon corps, j'ai conscience de mon corps, je sais comment l'utiliser. Là, ok, j'apprends quelque chose de nouveau. Ça va être très intense parce que je crois que j'avais 2 semaines pour apprendre le spectacle. Donc c'est beaucoup d'informations, mais je suis quelqu'un de travailleur, de motivé. Donc c'est un peu ce que je me suis dit sur le moment. Après, effectivement, ça m'a pris du temps de me sentir bien et légitime dans cet endroit-là parce que c'est quand même impressionnant. C'est un lieu vraiment reconnu où il y avait de très bons danseurs déjà. Moi, j'étais la petite nouvelle, donc c'est normal qu'il y ait un peu de comparaison. Mais il faut pas rester accroché là-dessus parce que on n'a pas tous la même expérience. Et puis si on est là, si on a été pris, c'est qu'on a notre place. C'est que même si dans l'immédiat ça se voit un peu moins qu'on est peut-être moins performant ou qu'on arrive moins bien à interpréter ou enfin voilà, peu importe comment on se sent, la personne qui t'a engagé dans sa troupe, c'est qu'elle a vu un potentiel en toi, elle sait que même si aujourd'hui t'en es pas encore là où tu voudrais, à un moment donné tu vas y arriver. Et ça me fait penser, tu vois, un peu à l'épisode avec Isoline du Crazy Horse, peut-être que tu l'as écouté, où elle disait, enfin on a échangé sur le fait que aussi ils prennent des danseuses très jeunes pour pouvoir les former, et elle parlait, si je me rappelle bien, d'un diamant brut en fait. Elle donnait cette image-là d'un diamant brut qui viennent façonner. Est-ce que le Paradis Latin, c'est peut-être aussi un peu dans cette même idée des autres cabarets parisiens, c'est qu'ils prennent des danseuses aussi jeunes, sans expérience professionnelle encore, pour pouvoir les façonner à leur manière et avoir un produit en fait Paradis Latin peut-être. Est-ce que tu le vois aujourd'hui comme ça un petit peu? Je sais pas trop parce que pour le coup moi je sortais de formation, mais il y en a d'autres qui avaient déjà des expériences. Ok. Donc, et qui étaient plus âgés, pardon? Ouais, qui étaient plus âgés. Donc je pense que c'est plus en coup de cœur ou par rapport aussi beaucoup aux personnes qu'ils avaient déjà dans la troupe. Parce qu'ils essayent de trouver des pendants. D'accord. Dans des grosses formations comme ça, ils essayent d'avoir ce qu'on appelle des pendants, c'est d'avoir un double, on va dire. Dans une formation, peut-être qu'on est 6 danseuses, on est
c'est comme si on était par paire en fait. Et corporellement, ils essayent de prendre des personnes qui se ressemblent un peu Et pourquoi toujours en double? Après c'est la symétrie dans les chorégraphies et tout, mais je sais qu'il y avait cette recherche-là aussi quand ils font passer des auditions, de trouver des personnes avec qui ça match au niveau des physiques et de la ligne de filles qu'ils ont déjà. D'ailleurs, je crois qu'après l'audition ou quelques jours après, ils font venir les danseuses de la troupe, justement pour voir physiquement si ça matche bien et tout. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. Donc voilà, et vu qu'on était topless, je sais pas s'ils faisaient attention aussi aux poitrines et il y avait peut-être un peu de ça aussi. Mais bon, ça, j'avais pas échangé spécialement avec eux, donc j'ai pas connaissance. Puis entre-temps, ça a changé. Maintenant, c'est Kamel Ouali. Oui, exact. C'est un nouveau spectacle, c'est une autre direction aussi, donc il y a peut-être des choses qui ont évolué là-dessus. Ouais. Mais du coup, par rapport à cette légitimité dont tu parlais, je pense qu'elle est arrivée avec le temps et toute l'énergie que j'ai mis dedans. Alors ce bagage technique, ça c'est sûr que ça donne beaucoup de force et de confiance, mais ça suffit pas. Je pense que surtout si c'est ta première expérience professionnelle, il faut pas hésiter à être bosseur. Il faut de la motivation, il faut y aller. Moi je sais que tous les jours j'allais au Paradis Latin vers 16h30 pour travailler tous les numéros que je maîtrisais pas ou dont j'étais pas encore où je me sentais pas encore assez à l'aise. Et le spectacle était seulement à 21h30, je crois, donc j'y allais super tôt. Et c'est ma capitaine, à un moment donné, Vanina à l'époque, qui m'a dit je pense que là, tu peux calmer le jeu. Tu peux arrêter. Et c'est au moment là où elle m'a parlé aussi, où je me suis dit ok, bon, c'est que techniquement c'est bon, faut que... C'est aussi apprendre à lâcher après et se faire confiance, quoi. Surtout quand il est 6 soirs sur 7. T'as l'occasion de le faire tous les soirs, mais au début, moi, je pleurais tous les soirs. J'étais pas contente de ce que je faisais. Et tu dirais que ça a mis combien de temps jusqu'à ce qu'il commence à avoir cette satisfaction 2 mois, je pense. Bon, relativement rapide au final, non? Sur 6 effectivement, soirs sur 7. Voilà. Mais ça reste quand même assez... Oui, assez normal, je pense. C'est aussi. chouette d'avoir l'opportunité de pouvoir y aller presque tous les soirs. C'est clair que ça accélère le processus. Ah ouais, de fou. Ouais, complètement. Commencer à être contente de ce que je faisais sur scène et me sentir plus légitime, ça a pris du temps, mais ça c'est propre à chacun. Moi, j'avais pas mal de choses. Donc il y en a, ça se trouve en 1 semaine et ça y est. Peut-être. Oui, c'est tellement variable d'une personne à une autre au final. Son histoire, Et oui, tu disais Kamel Ouali, effectivement, aujourd'hui c'est le metteur en scène et le chorégraphe. Avant, c'était qui du coup? Alors, l'ancienne revue, je sais plus combien d'années elle avait, mais c'est souvent bien 10 ans, hein, les revues de Ah, donc c'était cabaret. les mêmes numéros? Oui. Et le même spectacle tout le temps? Pendant des années. Ah ouais, ok. Oui, je pense qu'il y avait besoin... de renouvellement? Il y avait besoin de renouvellement, ça c'est certain. Après, bon, il y a deux... Je veux dire, il y a 2 avis. Il y en a qui trouvent que c'est bien, ça a vraiment apporté de la fraîcheur, de la modernité, ça refait vivre le Paradis Latin, le fait que ça change, voilà. Et d'autres qui trouvent qu'on a perdu... la tradition, peut-être? Voilà, l'esprit du cabaret plus traditionnel. Donc... Il y aura toujours des avis dans tous les cas variés. Ouais. Super. J'aimerais bien qu'on parle peut-être de ta compagnie, de ton spectacle. Donc ça s'appelle Gatsby Show. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu pourquoi tu as voulu créer ce spectacle, les intentions qu'il y avait derrière, tout ça, tout le processus artistique? Bien sûr, avec plaisir. Du coup, je pense qu'au départ, ça me paraissait inaccessible, comme le reste des choses auparavant, tu vois. Et en fait, avec l'expérience, j'ai commencé à me dire que c'était possible. Et en fait, j'ai toujours eu cette envie de créer. Enfin, même juste pour moi, je me suis toujours amusée à créer des choses pour mon plaisir. Donc, c'était déjà là. L'inspiration était déjà là. Et il manquait juste un peu plus de confiance et d'expérience. Et en fait, je crois que ça passe super vite. Je crois que c'était il y a déjà 3 ans. Ok. Donc j'ai commencé à me dire, un hiver, j'avais fait une date avec une compagnie itinérante et je crois que je vais pas trop kiffer
ça arrive. Enfin, sûr, on fait des trucs qu'on adore et puis des fois il y a des choses qui nous plaisent un peu moins ou ça a moins de sens pour nous. Voilà. Et je me suis dit, j'ai envie de construire quelque chose qui me fasse vibrer et qui vienne de moi. Et, en plus, vu que j'aime beaucoup de choses, je savais déjà que ça allait être varié. Tout à fait. Et du coup, j'ai juste commencé à créer une playlist de musique que j'aimais bien. Et dans ma tête, c'est vrai que je me suis dit, il faut qu'il y ait un thème. Donc, j'ai pensé aux années folles, à Gatsby, parce que déjà j'avais beaucoup aimé l'esthétique du film Gatsby le Magnifique. Alors je ne connais pas. Tu connais pas? Non. Avec Leonardo DiCaprio. Oh, une bonne raison pour le voir. Je t'écoute. Mais du coup, j'avais déjà vu ce film il y a quelques années et il y a un truc vraiment esthétique et les musiques qui étaient choisies aussi, ça m'avait touchée dans ce film-là. Et du coup, j'avais quelque chose où je pourrais exprimer plein d'émotions. Plein de choses parce que moi je vis plein d'émotions, enfin comme tout humain, mais je voulais que ce soit varié et pas seulement une émotion tout le long du spectacle et que ce soit redondant quoi. Et je me suis dit les années folles, Gatsby, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose d'un peu fou, mais il peut y avoir aussi quelque chose de mélancolique. Enfin, je me suis dit ça pourrait être un bon thème, quoi. C'est pour ça que je suis partie là-dessus. Ah, tout vient de ce film, parce que, du coup, ça veut dire quoi, Gatsby? Gatsby, c'est le nom du personnage dans le film. Tu regarderas comme ça. Tout à fait. Mais après, je me suis pas forcément basée sur l'histoire ou quoi. Hein. Et donc l'univers des années 20, en fait, qui est représenté dans ce film. En fait, Gatsby, je trouve le Magnifique, le film, ça représente les années 20, mais ils ont réussi à le moderniser, à donner un aspect hyper moderne et esthétique. Que si tu regardes vraiment les années 20, c'est un peu moins esthétique déjà au niveau du maquillage, certains vêtements. Enfin, tu vois, c'est un peu plus sombre que ce qu'ils ont fait avec cet esprit Gatsby, en fait. Ils ont rajouté de la pétillance, quelque chose de moderne et tout. En tout cas, moi, je te parle de ce que je connais, de ce que j'ai vu. Donc, ça a été ton mood board, en fait. Voilà, c'est ça. Puis moi, j'avais déjà fait des danses Charleston via les compagnies. Alors, attention, pas le Charleston des danses sociales, parce que c'est très différent. Le Lindy Hop, tu dis? Ouais, le Lindy Hop, par exemple, c'est encore autre chose. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise, que j'ai déjà fait, mais que je maîtrise pas super bien comparé à la danse cabaret ou du Charleston que j'ai appris avec la danse cabaret. Hein. C'est complètement différent. Mais du coup, je me suis dit, j'aime bien cet esprit festif, j'aime bien le fait de pouvoir apporter de la joie aux gens qui vont venir le voir, leur apporter des émotions aussi. Et du coup, voilà, je suis partie d'une playlist. J'ai mis toutes les musiques que j'aimais bien, qui pourraient bien marcher pour ce thème-là. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je commence à créer. Donc, j'ai loué des salles, j'ai commencé à faire mon processus de création. En général, je suis toute seule, j'écoute beaucoup la musique. Ça, c'est mon process à moi. Et après, je mets en mouvement dans une salle de danse où je suis toute seule. J'ai besoin d'être seule au début. Et ensuite, j'ai proposé... à l'époque, c'était Nina, qui était danseuse au Paradise aussi, il y a quelques années. Et c'est avec elle et Bogdan, un danseur, que j'ai pu expérimenter mes premières créations Gatsby. Donc au début, c'était vraiment juste de la répétition, de la création... On n'a même pas fait une résidence d'une semaine ou quoi, ça s'est fait petit à petit comme ça. Mais t'avais déjà en tête la finalité de où est-ce que ça se passerait, ce genre de spectacle, etc. Enfin, de penser produit, en fait, produit à vendre. Et je me suis dit, je veux pas mettre la pression, je veux prendre mon temps. Donc déjà, je crée, et quand j'aurai un peu de matière, on verra ce qui m'attend, mais je connaissais déjà toutes les possibilités possibles parce qu'avec les compagnies que j'ai fait, j'ai vu que ça peut être autant de l'événementiel que des spectacles sur scène. Après, j'ai pas forcément les contacts, donc ça, c'est un autre travail que j'ai appris et que je continue d'apprendre à faire. Le démarchage et tout. C'est pas ma partie préférée, mais ça fait partie du job. Et après, du coup, j'ai commencé comme ça, comme je te disais, en faisant quelques créations. J'ai commencé à faire du visuel, faire des vidéos, des photos, parce que je savais que si je voulais pouvoir le vendre, c'est plus parlant. C'est ça, il faut du visuel, surtout quand il a jamais été présenté. Et ça a commencé comme ça. J'avais même pas le spectacle complet au début. Ça s'est fait un petit numéro par-ci, un petit numéro par-là, et hop. Et on s'est lancé. Et après, j'ai voulu créer une équipe. Et
et j'ai proposé à des artistes que je connaissais, avec qui je me projetais sur ce spectacle. Et elles ont pris le temps d'apprendre certaines chorégraphies sans forcément avoir de date tout de suite derrière, mais je leur expliquais le projet et parce que finalement ce sont comme des commandes en fait alors tu me dis si je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'il y a ce côté très événementiel, corporate, où vous allez dans des entreprises aussi pour lors de fêtes, de séminaires d'entreprise. C'est juste ou pas? Ça peut être plein de choses. Ça peut être ça comme ça peut être autre chose. Bah là déjà en fait pour te dire en 3 ans j'ai fait autant des campings que des anniversaires dans des hôtels de luxe, que ce soit l'hôtel lui-même ou l'anniversaire d'une personne, d'un client ou quoi, que des mariages, casinos, scène complète. On avait fait la foire de Savoie en septembre dernier à Chambéry. Enfin, c'est hyper varié. Plein de clients possibles. Des soirées de CSE, d'entreprise, tu vois. Donc il y a plein de possibilités et encore je l'ai pas tout exploré mais génial. Et comment ça depuis 3 ans, donc tu parlais de la prospection etc, que c'est pas forcément la partie la plus fun pour toi, mais jusqu'à présent toutes ces représentations que vous avez pu faire, c'est quoi, c'est le bouche à oreille aussi qui aide, comment ça se il y a un petit comment tu le vois là avec un peu de recul Je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Déjà, rapidement, j'ai voulu créer une esthétique en créant une page sur Instagram. Ça a été mon appui, mon premier appui visuel, parce que j'avais pas forcément les moyens de créer un site ou quoi. D'ailleurs, je l'ai pas encore fait. Donc, je me suis dit, allez, je crée mon univers là-dessus et j'essaye d'être régulière sur les stories, les publications un peu moins, mais j'essaye de communiquer là-dessus. Et j'ai l'impression que déjà, j'ai eu pas mal d'opportunités rien qu'avec ça, avec les réseaux sociaux. Et après, oui, il y a eu du bouche à oreille, il y a eu... Il y a aussi le milieu artistique qui me connaissait en tant que danseuse et du coup qui sont intéressés à mon spectacle. Tu vois, ça a été des choses comme ça, ou des personnes de la compagnie qui avaient d'autres contacts. Et enfin voilà, ça a été plusieurs choses, un mélange de plusieurs choses. C'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est pas forcément pareil là aussi, peut-être que je me trompe et tu vas me dire, mais est-ce qu'il y en a beaucoup, tu vois, aussi de spectacles comme ça des années 20 est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui se trouve? En fait, c'était un peu ma crainte en me posant dans un thème précis. Que, par exemple, il y a beaucoup de compagnies de cabaret qui font un spectacle de cabaret qui est très varié. Donc, c'est pas juste un thème. Et moi, c'est vrai que je me suis spécialisée que dans un thème. Mais au final, j'ai l'impression qu'il est un peu intemporel, ce thème, et qu'il revient forcément. À un moment donné. Et pour être honnête avec toi, pour le moment, j'ai pas encore exploré tout ce que je pouvais en démarchage parce que je manque de temps. Voilà, je manque d'énergie aussi en ce moment. Du coup, je pense que je vais essayer de trouver de l'aide justement par rapport à ça parce que franchement, avoir une compagnie, ça demande tellement de casquettes. Là, on a évoqué quelques trucs, mais il y a la gestion des artistes, des salles de répétition, il y a plein de choses. Et on peut pas tout faire, en fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour le coup, même si là, aujourd'hui, comme tu dis, t'as peut-être besoin d'aide pour le faire grossir, mais ça t'a permis de développer une casquette entrepreneuriale, en fait, que tu n'avais pas jusqu'à présent. Et c'est super intéressant de pouvoir aller explorer d'autres choses, que la facette danseuse, je suis le produit, compagnie, je suis là pour vous. Enfin, c'est hyper intéressant aussi d'avoir cette opportunité de créer son propre spectacle, quoi. Mais totalement, et je pense que par mes expériences passées, donc certes j'avais la place de danseuse, mais j'ai pu commencer aussi à faire un peu être capitaine sur certaines dates avec certaines compagnies, c'est comme un manager pour ceux qui connaissent pas. Et ça m'a déjà apporté des clés et j'ai appris, ça m'a donné confiance aussi, ça m'a permis de me lancer aussi parce que j'avais déjà eu ces expériences. Et de savoir comment gérer aussi un événement avec le client. J'avais déjà eu cette place-là. D'accord. Donc ça aide. C'était pas totalement inconnu, quoi. Voilà. Mais bon, là, t'es quand même plus, c'est toi qui as vraiment les rênes. Oui. En fait, l'énergie, elle, là, pour le coup, ça part de moi. Alors, mes artistes, ça donne de la force aussi. Mais si je fais rien, il se passe rien en soi. Donc, quelque part aussi, moi, ça me met une sorte de pression aussi. Moi, j'essaie de rester calme là-dessus parce que, j'ai vraiment envie de
d'apporter plein de dates à mes artistes, de faire grandir ce spectacle et qu'on vive plein de belles expériences à travers ce show. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je manquais de temps et c'est pour ça, là, j'essaie de faire de la place pour pouvoir, pour pouvoir m'investir à fond parce que c'est pareil. Et comme on disait, on peut pas tout faire en même temps. Les journées ne font que 24 heures aussi, voilà. Donc, Mais c'est vraiment intéressant. Et t'as combien de numéros, tu vois, dans ce spectacle à ce jour? Je saurais pas te dire exactement. J'ai des numéros où on est tous sur scène parce qu'il y a des danseurs, mais aussi des chanteurs. Enfin, j'ai une chanteuse principale, mais je peux faire aussi des formules à la demande où j'ai 2 chanteurs. C'est très modulable en fait, tu vois. Et en fonction du temps qu'on me demande, je vais présenter tant de tableaux. Ok. Mais j'aurais du mal à te dire. Et puis c'est des numéros aussi qui s'adaptent selon aussi l'événement. Oui, totalement. Donc, de l'espace qu'on a. Ouais. Tu disais du coup que tu voulais consacrer plus de temps à ton spectacle. Quelle est ta vision justement pour les prochaines années vis-à-vis de ce spectacle et puis d'autres projets que tu peux avoir? Du coup, comme je le disais, j'essaye de faire de la place en ce moment pour me consacrer plus à la compagnie et au spectacle. Donc là, j'aimerais bien déjà dans un premier temps trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à nous trouver plus de prestations, m'investir pleinement là-dedans pour pouvoir offrir plein de dates à mes artistes. J'aimerais aussi qu'on trouve plus de moments pour s'entraîner ensemble, parce que j'essaye d'organiser des trainings avec la compagnie où on échange nos connaissances, on essaye de travailler un tableau un petit peu plus en détail. Donc j'aime bien ces moments de partage, c'est important pour moi. Mais c'est important pour moi que derrière, ils aient aussi du travail. Et oui. Parce qu'ils sont basés où, tes danseurs? J'en ai à Lyon, à Genève, sur Chambé, à Annecy. Ok. Ouais. C'est dans la région principalement, donc voilà. Donc faire plus de training ensemble. Et après, si je parle vraiment long terme, j'ai le projet d'ouvrir une salle de spectacle où je pourrais mettre en dîner-spectacle Gatsby Show en moins pour les 2 premières années. Puis après, on fera d'autres choses. Mais voilà, c'est un gros projet. Ce sera pour un petit peu plus tard. Mais... Tu commences à te mettre dedans quand même ou pas encore? En fait, ça fait déjà une petite année que je travaille là-dessus. Ok. Mais je me suis rendu compte que c'était énormément de temps, d'énergie et encore d'autres casquettes. On parlait d'être entrepreneur. Devenir gérant d'une salle de spectacle, ça... C'est encore autre chose. C'est encore, c'est encore autre chose. Et je ne le ferai pas seule. J'ai une future associée avec moi pour ça. Mais là, je lui ai demandé récemment qu'on mette un petit peu en pause pour déjà que je me concentre sur Gatsby et que je prenne le temps de me former correctement aussi et de réunir l'argent nécessaire pour ce projet parce que c'est un gros projet. Donc, J'imagine, oui. Et tu sais un peu déjà où est-ce que tu aimerais qu'il ait lieu? Oui, on aimerait bien sur Chambéry. Sur Chambéry, ok. Parce qu'il n'y a rien actuellement sur Chambéry? Si, il existe déjà des salles, mais le concept qu'on veut faire... Dîner-spectacle comme ça. Alors c'est pas que dîner-spectacle, il y aurait aussi des concerts, des expositions, des ateliers aussi liés à l'artistique, que ce soit la danse, la musique... Enfin, on a beaucoup d'idées. Donc après, il faut finir Ça ne m'étonne pas. de toi. Il faut qu'on prenne le temps de mûrir, faire mûrir toutes ces idées et que ce soit bien ciblé aussi par rapport à l'endroit où ce sera. Mais on trouvait que Chambéry, c'était assez central quelque part pour réunir les personnes qui sont à Grenoble, à Annecy, Albertville, Lyon, c'est pas si loin non plus. Aussi. Donc, voilà. Sacré projet. Tout à fait. Je t'envoie toutes mes forces. Merci. Pour ce beau projet. Pour terminer, on n'a pas pu aborder tous les sujets qu'on voulait, mais c'est comme ça. On a parlé de plein de choses. Pour terminer, je voulais te poser la question que je pose à tous mes invités. Donc tu connais certainement cette question si tu les as écoutés. C'est qu'est-ce qui fait un danseur, selon toi, performant sur le long terme ? Alors, après toutes ces années de danse, je dirais l'écoute de soi. Si on veut vraiment tenir dans le temps et prendre autant de plaisir,
faut qu'on prenne soin de lui parce que c'est notre outil principal. Alors le corps, mais aussi la tête, parce que de toute façon, tout est lié, clairement. Donc voilà, même très tôt, n'hésitez pas à être à l'écoute de votre corps, de prendre le temps de le construire via des formations ou des cours techniques, ça peut aider, mais aussi des cours de pilates. Des cours de pilates ou parce que ce qui est intéressant dans ces cours-là, c'est qu'il y a vraiment l'aspect symétrique. Que par exemple dans les spectacles de danse, on va beaucoup, faire des battements avec la jambe droite et à force, ton corps il commence à compenser. Et je parle surtout quand on part vraiment dans quelque chose de professionnel. Je trouve que c'est important de savoir prendre des cours complémentaires comme ça pour le bien-être physique parce que ça peut être vraiment violent pour le corps quand même. Toutes ces répétitions sur talons en plus, Donc je conseille vraiment de faire ça parce qu'on travaille tous les muscles de la posture, la respiration, c'est hyper bénéfique. Et le renforcement musculaire aussi, n'hésitez pas à aller voir un kiné qui vous accompagne parce qu'au final, on est des sportifs de haut niveau. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas équipés comme les sportifs de haut niveau avec tout l'accompagnement qu'il y a autour, mais on a besoin de prendre soin de notre corps et de renforcer ces zones-là où on a des faiblesses et c'est normal, on a tous des corps différents et suivant ce qu'on fait comme discipline, on va avoir besoin de préparer un peu plus le corps. Et oui, mais je trouve que c'est pas évident quand on se construit justement quand on est jeune d'avoir cette écoute. Parce que notre corps, en gros, on a l'impression qu'il est infaillible, qu'il va toujours nous suivre. Et on ne se rend pas compte que si on ne l'écoute pas, justement, c'est là où ensuite, dans le futur, plus ou moins proche, il y a des blessures qui se créent, quoi. Et à part dans les grandes écoles, et encore, ça va dépendre desquelles, et ça dépend aussi, si on parle de maintenant versus il y a quelques années, il n'y avait pas cet accompagnement et cette sensibilité à avoir, en tout cas de partager à l'élève, de lui dire attention, il faut que tu fasses attention, que tu prennes soin de ton dos, nanana, parce qu'ensuite quand tu seras pro, il faut qu'il soit ton meilleur soutien, quoi. Enfin, il faut qu'il réponde présent, quoi. Et les podcasts permettent d'avoir cette petite sensibilité, enfin de transmettre en tout cas des choses, parce qu'on ne nous le dit pas forcément en fait quand on est jeune. Oui, je suis d'accord avec toi et suivant la mentalité de l'école ou des professeurs, moi je sais que c'était sur certains points c'était un peu à l'ancienne, c'était ok t'as mal mais tu fais avec, tu fais quand même, c'est une galère. Donc alors qu'en fait si tu le bousilles si jeune tu vois en fait tu vas pas tenir très très longtemps quoi. Ouais, bien sûr. Et tu t'écoutes pas et du coup tu finis par te blesser donc vraiment ça serait chouette en tout cas d'en prendre conscience tôt. En tout cas, je vois dans certaines écoles qui commencent à instaurer plus des cours de pilates à la formation. Et justement, à la formation, c'est tellement intense. Avant de parler d'être sur scène et tout, c'est hyper intense. Donc déjà là, si on arrive à poser cette conscience du fait de protéger son corps, d'en prendre soin, son alimentation, c'est pas facile aussi. Bien sûr. Enfin, moi, je sais que j'ai encore du mal suivant les périodes, mais on voit vraiment la différence dès qu'on prête attention. Tu parlais du corps et de la tête, mais tu vois, je trouve que, pareil, c'est ce qu'on dit là, c'est savoir très tôt que c'est important de prendre soin de son corps, et je dirais même que prendre soin de son corps très jeune, ça permet aussi plus tard d'avoir cette capacité mentale de gérer son temps, de gérer son planning, etc. Parce qu'à trop pousser le corps, moi en tout cas je fais un parallèle avec moi, à trop pousser son corps jeune, ça fait qu'ensuite quand tu es adulte, tu n'as plus de limites aussi mentales et tu vas très très loin. Et en fait ça peut être un cercle vicieux ensuite qui s'alimente sur le fait que ta tête te dit non mais tu peux y aller, mais non ton corps va te rattraper aussi. Donc bref, il y a toute cette gymnastique enfin, je ne sais pas si on me comprend bien quand je dis tout ça, mais je dirais que oui, effectivement aussi que gérer son corps jeune permet aussi ensuite, dans sa vie d'adulte, d'avoir cette sagesse d'esprit de se dire là, je vais peut-être un peu trop loin, je m'arrête un peu, je prends du recul sur ce qui se passe, etc. Se respecter en fait, se respecter. Au final. Parce qu'effectivement, ne pas écouter son corps, c'est pas écouter ses besoins parfois. Et d'aller au-delà des limites.
Totalement. Et c'est vrai que si on apprend à le faire tôt, on gagne beaucoup de temps et d'années. Je pense, oui, carrément. Trop bien. Est-ce que tu as une dernière chose à dire ou est-ce que pour toi, on a vu pas mal de choses et c'est bon, voilà. Déjà, je te remercie pour ce moment toutes les deux. J'ai vraiment apprécié ce moment. Ouais, et j'espère que cette conversation pourra peut-être aider des futurs danseurs ou même des professionnels sur certaines choses. Et ce serait... moi, en tout cas, ce que j'essaye de me rappeler en ce moment, c'est d'essayer de garder cette légèreté et ce jeu, comme on parlait, tu vois, de quand on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas, ou essayer de garder cette légèreté de manière générale, pas prendre les choses trop au sérieux et profiter de ce que la vie a à nous offrir. Quoi. Ça paraît bête quand on le dit comme ça, mais en fait, c'est vrai qu'on l'oublie très très vite. On l'oublie tout le temps. Moi, je le vois bien. Je me dis, mais purée, oui. Rappelle-toi d'où tu pars. Regarde tout ce qu'il y a, c'est trop bien. Et donc c'est pour ça, rajouter un petit peu de légèreté. Et de jeu. Et de jeu. Trop bien. Merci beaucoup Elsa pour cet épisode, c'était super enrichissant. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à laisser un commentaire et à le partager. Ça me fera très plaisir.